Quer chamar? Continuar? Então já fala direto. É que você falou que talvez ele iria completar ou não? Não, ele... Não, eu só falei para ele que eu estava em cima do tempo. Ah, não, tudo bem. Eu só queria acrescentar nisso que você acabou de falar, Lu. Eu não sei se vocês vão mostrar isso para eles ou se vão levar. É o caso que você me fez dar risada ali, agora eu tenho que contar. É o canal do Rio Pinheiros. Vão? Ah, então tá bom. Então, eles vão ver o único rio do mundo que vai e vem. Então, já marque, faça favor. Merci. Donc, non, ce n'est pas l'exposé sur les solutions. J'aurais bien aimé faire un exposé sur les solutions, mais ça va être à nouveau sur des problèmes. Bon. OK. C'est dans ce sens-là. Ça marche pas. Moi, je travaille au SIAP, donc on s'occupe d'assainissement. Et là, ce sont mes collègues sur les grands barrages en amont de Paris qui m'ont passé cette présentation que je vais vous faire. Voilà. Donc, en quelques mots, la Seine, vous les avez à l'écran. Okay. En fait, je vais continuer là-dessus simplement. Aujourd'hui, la Seine a un débit moyen de 300 mètres cubes par seconde à Paris. Et son débit le plus faible est à 25 mètres cubes seconde. Et la crue de 1910, qui est le débit le plus fort connu, était donc à 2500 mètres cubes par seconde. Ça vous donne des ordres de grandeur assez comparables à ce que j'ai entendu. Évidemment, sur les crues, je vais vous donner quelques éléments. Donc, on a la crue principale, qui est la crue de référence pour Paris, et celle qui a eu lieu en 1910. Vous aviez évidemment ce genre de paysage complètement dans la capitale, avec des rues inondées. Le phénomène de crue que l'on a sur Paris, c'est ce qu'on appelle des crues lentes. C'est-à-dire, on sait plusieurs jours à l'avance que l'eau est en train de monter. Elle monte, on ne sait pas l'arrêter, et ça peut durer plusieurs jours. Là, ça a duré plusieurs semaines pour la crue de 1910. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène de crue lente, parce que finalement, on est déjà assez loin de la tête des rivières. Il y a d'autres phénomènes de crues qui sont des crues rapides, qui sont plus dangereuses en matière de vie humaine, puisqu'on a moins le temps d'être prévenu. Alors, essentiellement, les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est essentiellement la différence d'urbanisation. Vous avez Paris en 1910, je vous dis à peu près 2 millions d'habitants dans cette partie-là. On a toujours aujourd'hui 2 millions d'habitants dans cette partie-là, mais on en a aujourd'hui 9 millions, 10 millions tout autour. Si bien que les conséquences d'une crue seraient totalement différentes. Et c'est ce que je voulais vous montrer sur la partie suivante, c'est-à-dire je retrouve toute la Paris centrale ici. On aurait notamment des débordements de rivières en amont et en aval, dans des conditions et sur des zones aujourd'hui entièrement urbanisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les estimations, c'est de l'ordre de 17 milliards d'euros de coûts directs, c'est-à-dire coûts de dommages créés par la crue. On ne compte pas dans cette estimation les coûts indirects du fait que la reprise économique ou l'activité économique mettrait du temps à revenir. 17 milliards d'euros, ça représente déjà
Je vous dis à peu près 1% du produit intérieur brut de l'ensemble du pays. Donc c'est quelque chose, effectivement, un événement majeur auquel on pourrait avoir à faire face. On estime qu'il y a à peu près 800 000 personnes qui seraient inondées, mais 2 millions de personnes qui seraient dépourvues d'électricité ou d'autres réseaux du fait de la conséquence de la crue. Donc des chiffres très importants en matière de conséquences. Je ne reviens pas, mais c'est évident que c'est la crue de référence et ce qui est aujourd'hui le plus craint. Là, c'est quelques graphiques simplement pour dire que, bien entendu, au-delà des dommages directs, il y a tous les dommages liés au réseau de métro, voire au réseau de trains souterrains. Il y a un grand réseau de trains souterrains qui est encore en dessous, qui serait impacté. Et plus on regarde la question, plus on s'aperçoit qu'il y aurait des impacts divers. Il y a également des centres téléphoniques, j'ai parlé d'électricité, des transports de gaz, enfin l'ensemble des réseaux souterrains seraient affectés. C'est assez compliqué à estimer quel serait l'impact réel de ce genre de crue, parce qu'il y a des communications ou des éléments qu'on ne soupçonne pas. On a l'exemple récent de Prague en 2002, donc Prague en Tchécoslovaquie, donc un pays de l'Est de l'Europe, qui a connu une crue du Danube, crue longue également, donc il y a une dizaine d'années. Vous en aviez peut-être entendu parler. Ça a conduit, comme souvent dans ce genre d'événement, à réviser les politiques en matière d'inondation. Là, ce n'est pas un événement qui est survenu en France, mais comme nous sommes dans l'Union européenne, c'était remonté sous forme de discussion entre tous les États de l'Union européenne, est apparue une nouvelle doctrine en matière d'inondation sur l'ensemble de l'Europe. Alors, quelle est la stratégie globale pour l'inondation pour la région parisienne? Elle est assez différente, en fait, parce que ça s'explique par la géographie de ce que j'ai entendu. Il y a des ressemblances et des différences. Le principal dispositif de protection, c'est ce qu'on appelle les lacs réservoirs. Ce ne sont pas les piscines dont on vient de parler. C'est vraiment quelque chose de différent, beaucoup plus en amont, beaucoup plus en tête de bassin. On n'est pas en tête des rivières. Et donc, toujours ce qu'on appelle les zones d'expansion de crue, qui seraient plus semblables à ce qu'on appelle les piscines ici, c'est-à-dire les zones où on peut encore avoir des débordements sans trop de dommages, donc les zones où on peut permettre à la rivière de déborder, et évidemment des protections locales. Et les 4 leviers de travail sont l'information et la sensibilisation, la réduction de la vulnérabilité, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des dégâts moins importants, la limitation de la montée des eaux. Vous noterez que ça intervient qu'en 3e point, parce que je crois qu'on atteint des limites par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et le dernier point, la prévision des crues et la gestion de crise. En quelques mots, aujourd'hui, la doctrine qu'on peut avoir, c'est qu'on a pu faire des estimations. Je parlais de la crue de 1910. On a dit le métro, on mettrait entre 1 an et 2 ans à redémarrer. À Prague, le métro n'a pu reprendre un trafic complet qu'au bout d'1 an. Une partie de la stratégie aujourd'hui, c'est de voir comment on peut accélérer ce délai, comment le rendre plus court. Par exemple, on a été très frappé sur les inondations à New York, donc de l'ouragan Cindy, de voir que leur stratégie avait été de redémarrer l'assainissement dans un mode dégradé, mais le plus tôt possible. Et ce qu'on peut penser dans ces stratégies aujourd'hui en matière de crise inondation, c'est que la demande sera de reprendre le plus vite possible. L'inondation, on ne pourra pas l'éviter. Elle sera là. Et ça, je crois que pour ça qu'il faut beaucoup d'informations, parce que c'est un événement là, qui date d'1 siècle pour Paris, mais il est tout à fait possible qu'il revienne, avec une puissance assez similaire. En revanche, les dégâts seront beaucoup plus importants. En revanche, il y a aussi une voie de travail qui est de dire comment on fait pour démarrer au plus tôt. Et par exemple, pour le SIAP, sur l'assainissement, la question nous est posée, c'est comment vous faites pour que lors d'une inondation, vos équipements de traitement des eaux ne soient pas détruits? Et comment vous faites pour que, lorsque la rivière descend, pouvoir redémarrer au plus tôt, même dans un mode dégradé, c'est-à-dire tout ne marchera pas,
mais même si la moitié fonctionne, déjà de pouvoir faire traiter la moitié des eaux. C'est ça aujourd'hui un peu les nouvelles stratégies. Alors là, je vais juste vous donner quelques exemples ensuite sur les lacs réservoirs et leur fonctionnement. Donc là, c'est plutôt des aspects hydriques ou hydrauliques que je vais vous transmettre. Alors, pour petit fait amusant, il y avait également, puisqu'il y a aussi un peu d'histoire, José, sur nos inondations, une commission Picard, c'est mon nom, mais ce n'est pas moi, hein, je ne suis pas, évidemment, ni un ancêtre d'ailleurs, hein, c'est un hasard. Là-dessus, qui en fait a eu qui a eu, c'est amusant, des suggestions qui sont très semblables à ce que je viens d'entendre de la part de José. C'est-à-dire, le premier point, c'est la suppression des obstacles hydrauliques. Ce qu'on a parlé de la rectification, c'est la même logique. Le deuxième point, c'était la réalisation de murettes, c'est-à-dire protéger, éviter le débordement là-dessus. Voir aussi quelque chose qui n'a pas été fait, qui était imaginé des chenaux de contournement, c'est-à-dire éviter que la rivière traverse la capitale et passe autour. Entre nous, pas de chance, puisque de toute façon, l'urbanisation ayant augmenté, les chenaux auraient certes contourné la rivière, mais on aurait débordé ailleurs. Donc ce n'était pas vraiment un gain. Et le dernier point, qui est le stockage à l'amont. Donc on refait, c'est surtout cette dernière-là qui est... Alors les réalisations de murettes, ça a été fait, suppression d'obstacles également. Le stockage à l'amont que je vais décrire. Alors, il y a une particularité, et là, à nouveau l'échelle, hein, je rappelle que là, on a les sources de la Seine. La Seine, elle fait 700 et quelques kilomètres de trajet. À Paris, on n'est qu'à 25 mètres du niveau de la mer. Et elle va encore plus de 100 km, 150, près de 200 km. La Seine a encore 200 km à parcourir, alors qu'elle n'est qu'à 25 mètres du niveau de la mer. Donc, elle va aller très doucement. On n'est pas du tout dans le même régime hydrique. Et là, malheureusement, en termes de géologie, toute cette partie-là est une partie perméable. Donc la capacité à construire des bassins ne peut se faire que sur la partie amont. D'où les ouvrages qui ont été réalisés ici, les principaux, ABC, sur cette partie amont. Il y en a un quatrième qui est là, mais qui est très très en amont et a un peu moins de capacité. Celui-ci était le premier à être fait, suivant des technologies assez classiques. Alors les 4 bassins, j'en ai déjà parlé, je reviens là-dessus. Il y a un projet dont je ne sais pas s'il se fera, ça fait partie des discussions, qui aura une vocation, elle, que anti-inondation, qui serait à cet endroit-là. En fait, cette rivière-là est la plus forte, c'est-à-dire c'est celle qui, finalement, fait déborder. Toutes les rivières montent, et celle-ci, si elle monte en même temps, elle crée la crue principale, d'où l'intérêt de ce bassin. Mais c'est pas, aujourd'hui, ce n'est qu'à l'étude. Aujourd'hui, donc, il y a une capacité de 850 millions de mètres cubes sur ces bassins. Et surtout, ce sont des ouvrages très différents. Le premier, qui est celui qui est donc le plus en amont sur l'Yonne, est assez classique, barrage de cette nature-là, sa capacité est de 80 millions de mètres cubes. Il a été mis en service qu'en 1949. J'ai parlé de la crue de 1910. Vous voyez que ça a mis 40 ans avant d'avoir les premières réalisations. C'est intéressant à voir ici. Classique également, avec une capacité à produire de l'électricité en prime. Les autres sont très différents. Ce sont vraiment des lacs réservoirs, ce n'est pas un barrage classique. Là, on va retrouver ce qu'on appelle lac réservoir Seine, ici, très en amont, voilà le plan. Et en fait, il y a simplement des digues qui ont été faites, donc des grands murets ou des digues, qui ne font d'ailleurs pas toute la longueur du bassin, mais permettent de créer ces réservoirs. Il y en a un deuxième ici, Aube, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc ce sont des surfaces beaucoup plus grandes, 24 km², et on a ici aujourd'hui une capacité de 200 millions de mètres cubes sur le réservoir Seine. Le réservoir Marne, même technique, hein, on a des murets sur le bord, ce n'est pas très très profond, mais c'est assez étendu, et une capacité sur le réservoir Marne, qui est le plus important, de 350 millions de mètres cubes. Et le dernier, qui est réservoir Aube, qui est donc tout près du réservoir Seine, dont j'ai déjà parlé, mais qui est sur une autre rivière, hein, sur l'Aube,
et également 170 millions de mètres cubes. Donc voilà les ouvrages principaux qui aujourd'hui servent à la protection de Paris en matière d'inondation. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a plusieurs usages. En fait, l'usage de ces barrages est le suivant. Ici, je présente sur une année la courbe de la hauteur d'eau dans le barrage. Vous avez une partie qui n'est pas accessible, vous avez une partie qui est une partie ce qu'on appelle de réserve, et une partie qui est la partie d'exploitable. Et le cycle prévu dans l'année est le suivant, c'est-à-dire un remplissage de novembre jusqu'à l'été, jusqu'à juin, et ensuite une vidange jusqu'à novembre de l'année suivante. Ça, c'est le cycle habituel. Il y a donc une fonction de retenue régulière chaque année pour aussi ramener de l'eau, avec un fonctionnement, ici par exemple, vous avez ici, alors je crois que ça a été fait, tranche morte, tranche de réserve, tranche d'exploitation. Voilà, donc le volume maximal normalement pour stocker les crues, qui évidemment nous permet, donc, puisqu'il est de stocker en hiver, nos crues ont plutôt lieu en hiver, donc les réservoirs sont le plus vite possible l'hiver. Voir, comme ça s'est passé ici, on a continué à faire un soutien pendant les mois de novembre et décembre parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la Seine, donc le barrage a continué à se vider. Et lors de la montée, il peut aussi servir pour avoir... Donc les crues ont lieu surtout de décembre à mars, c'est pour ça que le barrage est vide à ce moment-là. On cherche quand même déjà à le remplir pour pouvoir s'en servir l'été. Ici, il y a eu un soutien tardif d'étiage. Et pendant des crues, il peut y avoir un surremplissage par rapport à cette cote. Donc là, l'idée est d'avoir écrêté un début de crue en ayant une accélération de ce remplissage de bassin pendant cette période. Il y a eu évidemment un délestage après la crue. Et pareil, sur la restitution, elle est adaptée en fonction des niveaux d'eau en aval pour ramener plus ou moins d'eau et maintenir un étiage ou un débit suffisant. Donc voilà, c'est une gestion assez classique ici, une fonction sur toute la période de l'année qui permet d'absorber des crues et une fonction sur une autre période de l'année qui permet de restituer de l'eau pour en revanche rajouter de l'eau dans la rivière. Et on en a bien besoin, en fait, alors je ne vais pas passer celle-ci, en fait la gestion de ce comité se fait évidemment dans un groupe concerté en fonction des besoins. On y retrouve à la fois des producteurs d'eau, des municipalités, et la gestion est en fonction de la situation de l'année, définit les dates de restitution, des débits, les objectifs de gestion. C'est quelque chose qui est un comité qui a lieu assez régulièrement. Les fonctions, je viens d'en parler, un soutien des étiages en été et l'automne, une réduction des risques dus aux inondations. Et le dernier point, évidemment, j'en aurais pu en parler, ces plans d'eau offrent aujourd'hui des activités touristiques, d'où une période assez longue l'été où ils sont pleins pour pouvoir également s'en servir à cette fin. Voilà, par exemple, ça j'aime bien cette photo parce que c'est 1850, ce qui est quand même pas tout jeune là-dessus. Et pour les personnes qui ont visité Paris, si vous arrivez à distinguer un peu, ça n'a pas beaucoup changé en fait là-dessus. Ce qui a changé sur cette photo, c'est que la rivière est vide. Et donc le rythme naturel de la Seine, on ne s'en rend pas compte quand on habite à Paris, puisqu'on la voit toujours remplie, mais le rythme naturel de la Seine peut conduire à des étiages très très sévères et une Seine quasiment vide qu'on peut traverser à pied. Et quand on regarde dans les documents historiques, on pouvait la traverser à pied à plusieurs périodes. Ça, c'était en 1850. En 1942, donc avant la construction de ces barrages également, le même photo, un peu de même nature. Aujourd'hui, vous ne le reverrez plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une capacité de restitution. Aujourd'hui, on peut restituer jusqu'à 70 mètres cubes par seconde sur une période, ce qui veut dire quelque part, c'est jusqu'à 30 à 80% du débit observé. Donc la Seine que vous voyez l'été à Paris est très régulée et jusqu'à la moitié de son débit peut être due à une restitution de ces 4 bassins qui ont été construits donc, dans les années 60-70 pour l'essentiel, qui permettent aujourd'hui d'assurer un débit d'étiage, c'est-à-dire une quantité minimale d'eau en Seine.
Alors, ce n'est pas uniquement pour la beauté touristique, hein, c'est plus joli, on est d'accord. Ce n'est pas uniquement pour l'aspect touristique. Je vais rappeler, c'est aussi une raison pour les prises d'eau potable. C'est un gain de pouvoir garantir qu'elles puissent être maintenues, y compris pendant ces périodes. Il y a également un autre usage, et d'ailleurs une centrale nucléaire en amont de Paris, qui a des grands besoins, elle, d'eau de refroidissement, et qui a d'ailleurs participé à la construction de ces barrages. Il y a eu un financement de la part de la compagnie d'électricité à la construction du barrage, parce que c'était indispensable pour le fonctionnement de cette centrale. Je vous donne juste une idée. On a connu en 2011 une des années particulièrement sèches. Hein. C'était le printemps le plus chaud depuis 1900, le deuxième automne le plus chaud depuis 1900 également. Tous les mois étaient plus chauds que la normale, sauf juillet, quelque part. Donc un printemps exceptionnellement sec, hein, le plus sec depuis 1959, un automne très sec. Et donc en fait 2011, assez récent, était une des années les plus sèches depuis ces 50 ou 100 dernières années. On est peut-être déjà sur des effets de changement climatique dans ces constats là-dessus. Une pluviométrie qui était à peu près 60 à 80% de la normale. Et voilà donc voilà les courbes un petit peu qui ont été faites sur le débit de la Seine. Vous avez ici différents seuils. On a toute une série de gestions qui s'appelle d'abord un seuil de vigilance. À partir de ce seuil, un comité se met en place, des bulletins d'information sont envoyés tous les jours à beaucoup d'administrations et d'entreprises pour suivre l'évolution. Et ensuite, les seuils qui appellent en revanche des actions sont les seuils d'alerte, le seuil de crise ou le seuil de crise renforcé. Ces trois autres seuils appellent en revanche, elles, déjà la mise en place d'actions pour réduire, pour tenir compte de cette situation exceptionnellement basse. Par exemple, réduire les prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable dès le seuil d'alerte. Aujourd'hui, vous avez ici ce qu'aurait été le débit sans l'apport des réservoirs, et en bleu, ce qui a été le débit observé. Vous pouvez voir donc, par rapport au débit, puisque là on est sur une débit de Seine observée depuis juin jusqu'à décembre, vous pouvez voir la part importante et essentielle qu'ont eu ces réservoirs pour faire ce soutien d'étiage et éviter finalement de tomber sur les seuils d'alerte ou les seuils de crise qui auraient eu lieu sans cette restitution d'eau. Face au risque de crue, l'effet des ouvrages, et aujourd'hui on estime qu'il pourrait réduire de 60 cm une crue telle que celle qui avait été observée en 1910, ou 85 cm pour une crue celle observée en 1955. Alors vous me direz, c'est bien. Cela étant, je redis, ces événements climatiques sont d'ampleur plus importante encore, et donc les ouvrages, malgré leur taille, leur présence, ne suffiraient pas de toute façon à éviter des inondations avec des conséquences importantes dans la région parisienne, d'où un peu la stratégie qui est de dire qu'il faut pouvoir faire face puisque ça arrivera de toute façon. On change un peu de stratégie en termes de logique là-dessus. On peut aujourd'hui, en revanche, essayer d'estimer ce que ça donne finalement, c'est-à-dire qu'on a estimé à 17 milliards d'euros les hauteurs 1910 dans la capitale comme coût de dommage, 11 milliards d'euros en baissant simplement de 60 cm. Donc on peut quand même dire que leur effet est d'économiser 6 milliards d'euros par rapport à cet événement climatique. On peut faire le même calcul sur les débits ou les débits observés là-dessus. Donc il y a de toute façon un gain économique dans ces éléments-là. Donc voilà, donc, aujourd'hui, pour conclure, on est capable d'écrêter environ 70% des débits amont, un gain de 60 cm sur la ligne d'eau, 8 milliards d'euros d'économies grâce à ces barrages, une mission de soutien d'étiage qui est aussi bien marquée, et quelque part, donc ces objectifs prioritaires. Et là, il y a de toute façon une gestion, puisqu'il faut choisir quels seront les objectifs de gestion chaque année sur ces barrages. Après effectivement l'année 2011, la priorité a été de les recharger, puisqu'ils étaient extrêmement bas, puisqu'ils avaient servi de restitution d'eau toute l'année. Et ça a été effectivement un des premiers objectifs de gestion, par exemple. Voilà, je vous remercie.
Eu vou pedir licença ao Michele. Nós faremos um breve intervalo e retornaremos, então, para as perguntas após o segundo bloco. Então, nós teremos mais um bloco com mais 2 palestrantes e, após esse segundo bloco, então, teremos todas as perguntas. Nosso café vai durar 5 minutinhos. Por gentileza, fiquem à vontade. Obrigado. Mediador é o mesmo. Você continua. A gente só vai chamar. Você volta e fala que você permanece e a gente vai chamar o Eduardo de Andrade e o Alfredo. Não tem problema.